Salut à tous, on continue les vidéos de résumé de livres pour ce challenge que je me suis refixé pour une deuxième fois en 2021 de résumer 12 livres dans l'année sur cette chaîne YouTube. Et on part avec le deuxième livre qui est Sapiens, une brève histoire de l'humanité, qui est un des plus beaux livres que j'ai lu cette année. Et je pense un des livres les plus impressionnants que j'ai lu même dans ma vie entière, parce qu'il est vraiment très dense et passionnant. C'est parti pour le résumé. Et c'est parti donc pour le résumé de Sapiens, une brève histoire de l'humanité de Yuval Noah Harari. C'est un livre dont j'avais beaucoup entendu parler, mais j'avais jamais vraiment pris le temps de le lire. Parce que, bon, déjà, il est assez imposant, et que quand je dis des livres imposants, c'est que vraiment j'en ai très envie. Et là, je sais plus pourquoi, mais quelqu'un a dû me le recommander, et je me suis dit, allez, c'est le moment de le lire. Et waouh, quelle claque! Je pense que c'est une des plus grosses claques de cette année, parce que bon, je fais tous mes résumés avec du retard, donc j'ai un peu de recul sur. J'ai lu quasiment tous les livres que je dois lire cette année. Et quelle claque ce livre, mais quelle claque! Je faisais que en parler. Vous pouvez demander à mes potes. Pendant un mois derrière, je faisais que citer ce livre toute la journée parce que ce livre parle de tout. Vraiment, donc ce livre raconte évidemment l'histoire de l'humanité de manière très accessible et captivante, ça c'est vraiment important. Ce livre donne vraiment une bonne vision de l'histoire de l'humanité et il éclaire sur des points d'histoire, d'ethnologie, d'ethnographie, de business, d'économie, pardon, de philosophie, vraiment de plein de choses. Et il le fait de manière très rationnelle et je trouve que ça rend le livre suffisamment objectif et quand l'auteur donne son avis, il l'annonce. Et vraiment, j'ai adoré cet effet d'honnêteté intellectuelle tout au long de ce livre, parce que j'ai l'impression que c'est assez rare aujourd'hui d'avoir un livre aussi honnête intellectuellement. Le livre est divisé en 4 parties. Je vais essayer de résumer chaque partie en moins de 3 4 minutes. Je pense que ça va être compliqué, mais je vais essayer que ce soit vraiment le plus clair et concis possible. Et puis à la fin, je donnerai mon avis sur le livre, mais comme vous avez pu déjà le voir dans mon introduction, j'ai quand même bien aimé ce livre. C'est parti. La révolution cognitive. Donc là, l'auteur commence par raconter l'histoire de l'humanité, enfin, la révolution cognitive. Donc là, l'auteur commence à parler en fait de l'apparition de la vie sur Terre. Donc les organismes sont apparus sur Terre il y a 3,8 milliards d'années. Les humains sont apparus en Afrique de l'Est il y a 2,5 millions d'années à peu près avec l'Australopithèque. Ils ont ensuite voyagé, ils se sont transformés en plusieurs espèces. L'espèce néandertale en Eurasie, l'Homo erectus en Asie orientale, l'Homo floriensis sur l'île de Java en Indonésie, qui était une espèce d'humain qui faisait 1 mètre pour 25 kilos, et sûrement plein d'autres espèces d'humains qu'on n'a pas encore trouvées aujourd'hui, et on en découvre tout le temps. Et récemment, j'ai vu on avait découvert une potentielle nouvelle espèce d'humain. Mais tout ce qu'il faut comprendre avec ça, c'est que on a coexisté avec plein d'espèces, et d'espèces du genre humain. Donc un genre, c'est quoi? C'est par exemple le zèbre et le cheval appartiennent au même genre, mais c'est deux différentes espèces. Et ben nous c'est pareil, on appartient au genre humain et il y a eu plein de différentes espèces. Et en fait aujourd'hui on n'a plus que l'Homo sapiens qui existe, mais on a coexisté avec plein d'autres espèces. On a coexisté avec le Néandertal et l'Erectus par exemple. Et il y a d'ailleurs deux théories qui expliquent la disparition du Néandertal et de l'Erectus. La première théorie, c'est la théorie du métissage. Donc il pourrait y avoir une différence génétique en fonction de la région d'où on vient, puisque en fait les Homo néandertals se seraient mélangés avec les Homo sapiens en Eurasie, mais les Homo erectus en Asie orientale se seraient mélangés avec les Homo sapiens de l'Asie orientale. Donc ça pourrait dire qu'aujourd'hui encore, il y aurait des différences génétiques entre les humains en fonction de la région d'où ils viennent. Et ça, l'auteur dit, ça pourrait créer des débats qu'on a décidé de complètement rayer de la map depuis ce qui s'est passé avec la Seconde Guerre mondiale. Donc tous les auteurs ont dit, ouf, la théorie du métissage, même si elle est possible, on va la mettre de côté. Mais du coup, on a pris la théorie du remplacement, qui est la deuxième théorie, qui explique en gros que le sapiens aurait écrasé plus ou moins directement, plus ou moins volontairement les autres espèces d'humains. En quoi l'humain est supérieur aux autres animaux? Alors là, l'auteur nous explique que l'humain a un cerveau qui prend beaucoup plus de place que chez les autres animaux, proportionnellement à sa taille. Et le deuxième point, c'est qu'on s'est redressé sur deux jambes. Et le fait qu'on se soit redressé sur deux jambes, ça nous a permis de libérer nos bras. Donc on a dû trouver d'autres utilités à nos bras. Et aussi d'avoir une vision augmentée, puisqu'on a une vision qui est bien plus large que quand on marche à quatre pattes. Mais la position droite, elle n'a pas eu que des avantages. Elle a aussi entraîné des migraines,
parce que le fait d'être droit, c'était pas naturel au début pour l'homme. Ensuite, ça a créé aussi le fait qu'il y ait des accouchements difficiles, parce qu'il y a un rétrécissement des hanches pour la femme, si bien que, parce que du fait qu'elle soit debout toute la journée, quoi, et si bien que les femmes qui survivaient aux accouchements étaient les femmes qui accouchaient avant le terme. Et donc, qui avaient des bébés qui avaient une plus petite tête et qui ne les tuaient pas à la naissance. Et en fait, ça a favorisé les naissances précoces. Et ça explique, ça c'est fou. Et en fait, ce livre, je ne pourrais pas tous vous les dire, mais ce livre est rempli d'anecdotes comme ça. Ça explique en fait que pourquoi les bébés humains naissent plus prématurés que les autres animaux. Vous voyez par exemple un veau qui sort de la vache, euh, une semaine après il peut marcher. Je ne sais pas exactement quand, mais il peut marcher quasiment directement, quoi. Alors qu'un humain, il y a 2 ans de gna gna gna, il fait rien, il faut le faire téter et compagnie, c'est une galère. Et ben là, voilà, ce qui explique ça, c'est que les femmes qui ont survécu, c'était celles qui avaient des hanches, euh, qui donnaient naissance à des bébés plus tôt, parce qu'elles ne mouraient pas à cause de la grosse tête du bébé, quoi. Comme le bébé est précoce, il est dépendant de sa mère et qui elle-même est dépendante de la tribu. Ça a donc poussé l'homme à développer des qualités sociales exceptionnelles pour pouvoir survivre. Ça, encore une fois, il y a plein d'anecdotes, je pourrais pas toutes vous les dire, mais ça explique aussi des trucs sur l'homme et la femme, sur la position dans la société, le patriarcat, etc. J'essaierai de vous en dire de plus en plus, mais un maximum, mais ça va être compliqué quand même. Alors tout ça, c'est bien, mais le plus gros avantage d'Homo sapiens, c'est pas ça. C'est son langage. C'est là qu'on parle de révolution cognitive, c'est le titre de la première partie. Les chercheurs pensent que les sapiens de cette époque avaient un cerveau équivalent au nôtre, et le langage s'est développé notamment grâce au développement de nos qualités de sociabilité. Alors déjà, quand on dit qu'il avait un cerveau équivalent d'os, c'est-à-dire que tout ce qu'on sait faire aujourd'hui, on pense qu'un Homo sapiens avait un cerveau suffisamment développé pour pouvoir faire la même chose. Et c'est juste que là, on l'utilise différemment, mais il pourrait faire exactement la même chose. Et ensuite, le langage, donc, s'est développé grâce à nos qualités sociales. C'est ce que l'auteur appelle la théorie du commérage. L'avantage du langage humain, c'est que on va parler de choses qui n'existent pas. Et ça, c'est fou, c'est un pouvoir qui est incroyable. L'auteur dit: jamais vous ne convaincrez un singe de vous donner sa banane en lui promettant qu'elle lui sera rendue au centuple au ciel des singes. Et ça, en fait, c'est la base de l'humanité, c'est la force du langage humain, contrairement au langage des dauphins ou des langages des fourmis ou ce que tu veux. C'est que le langage des humains, il permet la création de fictions, de mythes, de parler de conditionnels, de futurs, de faire des stratégies de chasse élaborées. Enfin, c'est vraiment une puissance incroyable. Et pour créer en fait des grands groupes et s'assurer que la coopération soit toujours efficace, il faut créer des mythes. Les mythes, c'est la confiance mutuelle en des histoires et en une réalité qui n'existe pas. C'est la base des religions, mais aussi c'est la base du concept de l'argent, qui permet le développement du commerce entre les humains. C'est la base de tout. C'est la base de tout, 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 et les sapiens ont développé cet imaginaire grâce à leur langage, et c'est ça qui a permis le développement et la suprématie de l'humain sur les autres animaux. Ensuite, l'auteur parle un petit peu de tous les sujets, donc c'est compliqué d'aborder tout, mais il parle du travail à un moment. Il dit que les chasseurs-cueilleurs à l'époque travaillaient en moyenne moins que l'homme moderne d'aujourd'hui, et qu'en plus il n'avait pas de corvée domestique puisqu'il était nomade. Donc ça c'est une idée souvent qui est fausse de ah ouais mais nous on a le confort et compagnie, mais les chasseurs-cueilleurs ils travaillent moins que vous les hommes modernes. Ils avaient un système de nutrition idéal puisqu'ils se nourrissaient principalement de plantes, champignons et graines, et rarement, aussi ça c'est un truc, on imagine le chasseur-cueilleur qui mange du mammouth tous les jours, mais il mangeait très très rarement de viande, et quand il en mangeait, c'était souvent des petits rongeurs, où de temps en temps il y avait un peu de chasse, mais c'était très très minoritaire. Ils étaient en meilleure santé, ils travaillaient moins, mais ils n'avaient pas du tout les mêmes codes que nous, et donc nous, si on essaie d'analyser leur société, avec les paramètres qu'on a et les valeurs qu'on a aujourd'hui, ils pourraient nous paraître un peu, entre guillemets, violents, puisqu'ils pouvaient, par exemple, abandonner les vieux. Quand il y avait des vieux qui ne suivaient pas le groupe, ben, on les tuait. La mortalité infantile était très élevée aussi, ça c'est un truc qui va progresser avec le temps. En revanche, il ne faut pas croire, et ça l'auteur met vraiment un point d'honneur à souligner ça, que c'était des tribus voilà, toutes gentilles, en accord avec l'environnement, qui faisaient des câlins aux arbres et compagnie. C'était déjà une catastrophe pour leur environnement. Pourquoi? Parce que le fait de passer d'une espèce très faible qui est en bas de la chaîne alimentaire à l'espèce qui est au-dessus de la chaîne alimentaire, ils ont entraîné ils ont cassé en fait complètement, enfin on a cassé parce que c'est les Homo sapiens, on a cassé la chaîne alimentaire et on a entraîné la disparition d'un grand nombre d'espèces. La moitié des grands animaux de la planète ont disparu par la faute des humains, des Homo sapiens. Parce qu'en fait, pourquoi? Tout simplement parce que le cycle de reproduction des gros mammifères est très long.
et il y a très peu de bébés qui peuvent naître chez les gros mammifères. Et donc, comme il y a un prédateur surprise qui est l'homme, qui n'était pas prévu par le cycle de la nature, et bah ça a complètement cassé ça. Et en fait, on tuait des gros mammifères qu'on n'était pas censé tuer parce qu'on était censé être plus faible. Et donc, on a fait disparaître la moitié des grands animaux de la planète à cette époque-là, quoi, à l'époque des chasseurs-cueilleurs. On a été des chasseurs-cueilleurs pendant des dizaines de milliers d'années avant de vivre de l'agriculture il y a 10 000 ans. Puis on est devenus des travailleurs urbains il y a même pas 200 ans. Logiquement, nos caractéristiques sociales et physiologiques et psychologiques, elles sont encore celles des sapiens chasseurs-cueilleurs. C'est pour ça, par exemple, qu'on a des habitudes aujourd'hui qu'on n'explique pas forcément, mais en fait, elles viennent de là. C'est pour ça que, par exemple, que quand on a envie de sucre, c'est pour ça qu'on se goinfre de bouffe calorique, c'est parce qu'à l'époque des Homo sapiens, quand ils trouvaient des trucs, des baies rouges, je sais pas quoi, ils fonçaient dessus et ils se gavaient parce qu'après, ils savaient qu'ils pouvaient ne pas manger pendant 2-3 jours pendant qu'ils voyageaient, quoi. Et il y a plein de points de notre vie aujourd'hui, comme la sexualité, le rapport à la famille, à l'amitié, etc. Plein de choses comme ça qui sont en fait déterminées par cette époque-là de chasseurs-cueilleurs. Deuxième partie, la révolution agricole. La révolution agricole, elle commence il y a 10 000 ans. Et l'auteur nous dit que c'est la plus grande escroquerie de l'histoire. Parce que, en fait, 5 raisons. La vie des cultivateurs, elle est plus dure que celle des chasseurs-cueilleurs. Il n'y a pas d'évolution cognitive. Au contraire, notre cerveau diminue par rapport à l'époque des chasseurs-cueilleurs parce qu'on fait toujours la même chose et qu'on est fixé à un endroit. Donc on perd en habilité et notre cerveau diminue. Troisièmement, son alimentation, elle est plus mauvaise qu'avant. Avant, on mangeait plein de trucs différents, etc. Là, on se met à manger les mêmes choses parce qu'on cultive les mêmes choses. Quatrièmement, plus de risques de famine, car on est plus dépendant du climat. Et cinquièmement, plus de risques d'épidémies et de maladies parce qu'on se regroupe en tribus, mais fixées. Et donc, il y a de plus en plus de monde dans ces endroits-là. Et donc, les épidémies et les maladies se répandent parce que quand il y a une personne qui est malade, pouf, ça, au lieu de tuer une tribu de 5 personnes, au lieu juste de se débarrasser de la personne qui est mauvaise, qui est malade parce que elle va contaminer la tribu, là, en fait, ça contamine toute la ville, tout le camp, et puis c'est fini. Mais à ce moment-là, en fait, la démographie, elle a explosé parce que l'agriculture, ça a permis de nourrir beaucoup plus de gens, même si ça les nourrissait de manière moins bonne qu'avant. Les excédents de nourriture, ils ont aussi permis de libérer des gens pour faire autre chose, comme construire des temples, faire la guerre, ou plein d'autres activités, de l'art, etc. Tout ça pour dire on est passé de 5 à 8 millions de fourrageurs nomades en moins 10 000 à 1,1 ou à 2 millions de nomades et 250 millions de cultivateurs au 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc en 10 000 ans, on est passé de 8 millions de personnes sur Terre à plus de 250 millions. Donc il y a eu une explosion démographique grâce à cette révolution agricole. Comme on l'a vu plus tôt, ce sont les mythes qui nous ont permis de passer de tribus à des plus grands ensembles d'humains. Évidemment, la sédentarisation, elle a beaucoup participé à ça aussi. Elle a permis en fait de développer des civilisations et les mythes ont permis de dépasser notre nature tribale et de constituer des réseaux de coopération de masse et même les premiers grands empires. Les empires néo-assyriens, babyloniens, perses, etc. L'auteur passe un petit peu tout en revue. L'auteur va comparer ensuite 2 manuels de coopération de 2 époques différentes. Le code d'Hammurabi, qui a été fait en moins 1760 et qui a encadré des millions de sujets, parce que c'était des villes qui étaient immenses à l'époque, et qui a encadré des millions de sujets avec plus de 300 lois, et qui a pour fondement la hiérarchie entre les hommes en fonction de leur rang. Donc c'est la hiérarchie vraiment qui détermine les droits de chacun. Et il compare ça avec la déclaration d'indépendance des États-Unis en 1776, qui a pour fondement l'égalité entre les hommes. L'égalité, aujourd'hui, ça nous paraît normal, mais elle n'a aucune réalité biologique. Les humains ne sont pas du tout égaux, c'est une fiction d'origine chrétienne qui nous a permis de coopérer efficacement, donc on l'a gardée, mais c'est vraiment, l'égalité, biologiquement, ça n'existe pas, quoi. Et en fait, l'auteur, il veut nous montrer quoi? Il veut nous montrer que le code d'Hammurabi, c'est pas plus absurde que la déclaration d'indépendance des USA. Le œil pour œil, dent pour dent, c'est pas plus absurde que on est tous égaux, la liberté, c'est le truc le plus important. C'est vraiment que des inventions humaines. C'est ça qu'essaie de nous rappeler l'auteur. Et il cite un moment Voltaire, que j'aime beaucoup Voltaire. Voltaire dit Dieu n'existe pas, mais ne le dites pas à mon valet parce qu'il me truciderait dans la nuit. Ça, c'est exactement ça, tu vois, Bref, je passe là-dessus. En gros, ce que veut dire l'auteur, c'est que la croyance en un mythe, c'est beaucoup plus efficace que la violence faite pour faire tourner une société, et que les élites ont bien compris ça, et que les élites utilisent les mythes pour pouvoir manipuler les masses et pour pouvoir construire des empires.
Même s'il nous explique qu'à un moment que les élites finissent par croire eux-mêmes en leur mythe. Ensuite, l'auteur parle des statistiques qui sont une info cruciale pour qu'un État puisse diriger son peuple, mais il dit que notre cerveau ne peut pas stocker autant d'infos, donc on a créé l'écriture. Les Sumériens, vers 3500, moins 3000, moins 3500, avant Jésus-Christ, ils utilisaient ça pour tenir leur compte. Donc pareil, l'écriture, on se dit souvent, ouais, ils ont inventé l'écriture pour parler de poèmes et compagnie. Non, c'était juste pour l'économie, c'était pour dire, Joshua, il m'a pris 40 bœufs, il a intérêt à me les rembourser, sinon je le défonce. C'est ça l'invention de l'écriture. Nos hiérarchies sociopolitiques sont en général le fruit de circonstances historiques accidentelles. Voilà, donc la fin de ce chapitre, c'est vraiment pour dire que voilà, souvent on se méprend un peu sur des concepts de nature et de culture. On a l'impression que l'homme voilà, que l'homme moderne aujourd'hui est loin de la nature, etc. Et que à l'époque il était proche de la nature, etc. Mais en fait, il y a toujours eu des mythes qui ont permis de cette coopération à plus grande échelle. Et par exemple, donc sur la nature et la culture, la théologie chrétienne a infusé dans nos sociétés une conception finaliste de la nature comme quoi la nature, il y a un but final. Or, l'évolution, elle semble ne pas avoir de finalité, de dessin. Et en gros, pour l'auteur, tout ce qui est possible, c'est pas contre nature. Et ça, vraiment, il insiste sur le fait que tout est construction humaine. Et il prend plusieurs exemples, hein, mais il prend l'exemple du patriarcat. D'après la théorie évolutionniste, le patriarcat, ça a deux origines. En fait, tout s'explique. C'est ça qui veut dire l'auteur. C'est que vraiment, c'est pas le patriarcat, c'est pas les méchants hommes qui ont soumis les femmes parce que ils voulaient regarder des matchs de foot, je sais pas quoi. Tous ces trucs-là, c'est des conneries. Et ce qu'il dit, c'est que les deux théories, c'est que les hommes se concurrençaient pour attirer les femmes, ce qui les a poussés à chercher le pouvoir. Ce serait une des raisons de l'origine du patriarcat. Et la deuxième raison, ce serait que les femmes dépendent des hommes pour protéger et élever leur progéniture. Et donc, il y a ce rapport de force qui s'est instauré progressivement. Mais voilà, après, si vous voulez entrer dans le détail, lisez Sapiens, il y a un gros passage là-dessus. En tout cas, c'est super intéressant. Et ça nous fait ça nous fait basculer sur la troisième partie de ce livre qui est l'unification de l'humanité. Alors, sur cette partie, l'unification de l'humanité, l'auteur va parler de plein de sujets super intéressants. Déjà, il commence par la question comment définir la culture. On a parlé un petit peu de nature et culture juste avant. Il dit que la culture, c'est un réseau d'instincts artificiels qui permettent à des millions d'inconnus de coopérer ensemble efficacement. Les croyances, les normes et les valeurs d'une culture sont en constante évolution, et heureusement, et elles ne sont pas forcément cohérentes. Il prend pour exemple le pacifisme chrétien et l'honneur des chevaliers et les gars qui ont fait des croisades quoi, au Moyen Âge. C'est vraiment, alors ça coexistait, mais c'était pas vraiment très cohérent. Pareil aujourd'hui entre les tensions entre liberté et égalité. On est pareil, on n'est pas sur une cohérence de fou. Ou sur les droits de l'homme prônés par l'Empire français en même temps qu'ils étaient en pleine colonisation. Donc c'est souvent comme ça, quand il y a des transitions dans les normes, les valeurs et les croyances d'une culture, il y a ces petites incohérences qui se créent. Aujourd'hui, l'auteur nous dit qu'il n'y a plus de culture authentique. Au cours de ces derniers siècles, les influences mondiales ont changé toutes les cultures du monde sans exception. Donc il faut arrêter aussi de croire que il y a des ouais ça c'est la petite truc culturelle etc. Tout le monde aujourd'hui, enfin je veux dire ceux qui s'attachent un peu à la culture en mode non mais ça c'est vraiment un truc culturel etc. En fait tout est fait, même parfois la nourriture, je veux dire la culture, enfin, la nourriture d'un pays, la nourriture traditionnelle d'un pays, parfois elle utilise des éléments qui ne viennent même pas du continent. L'exemple des patates, je veux dire je sais pas, les papas bravas d'Espagne, c'est un truc les patates ça n'existait pas en Espagne avant la découverte de l'Amérique. Donc voilà, donc c'est assez marrant de voir qu'aujourd'hui il y a plus vraiment de culture authentique quoi. Toutes les cultures ont été influencées par les autres, etc. Et c'est normal en fait, ça a toujours été ça depuis le début de l'humanité, et ça sera toujours le cas dans le développement des prochaines cultures qui existeront sur cette terre si d'autres cultures si on ne va pas vers une unification complète de la culture. Ce que dit l'auteur, c'est qu'il y a trois grands unificateurs du genre humain, l'argent, l'empire, la religion. Et on commence tout de suite par l'argent, c'est parti. On est dans une logique d'ordre universel, et cette idée, elle a grandement été permise par la grande puissance unificatrice de l'argent. Même si on a des idées différentes, des traditions différentes, on n'est pas d'accord sur des sujets, etc., tout le monde croit en l'argent. L'argent, c'est un mythe, hein. L'argent, ça n'existe pas. L'argent, tout le monde y croit, donc c'est une réalité qui existe, parce que tout le monde y croit, mais en soi, c'est absurde. Enfin, l'argent n'existe pas, c'est rien l'argent.
Donc là, je cite l'auteur, il dit la monnaie est un système de confiance mutuelle et pas n'importe lequel. La monnaie est le système de confiance mutuelle le plus universel et le plus efficace qui n'ait jamais été imaginé. L'argent, ça nous a permis de convertir n'importe quel bien en service ou en valeur. Et ainsi, du coup, pouvoir l'échanger n'importe quand contre n'importe quoi d'autre. Ça nous a permis également de stocker durablement la valeur, en évitant tout ce qui était péremption avec le trocage, avec le troc, pardon. Et enfin, ça permet de transporter de la valeur de manière, aujourd'hui, une carte bleue, quoi. Ensuite, il y a l'empire. Qu'est-ce qu'un empire? Pour l'auteur, un empire, ça comprend un nombre significatif de peuples distincts et ça se détermine aussi par un appétit de conquête potentiellement illimité. Souvent, on va reprocher deux choses aux empires. On va leur dire, voilà, votre fonctionnement, il est inefficace, parce que vous êtes trop gros, et votre organisation, elle est injuste. Il n'y a pas de justice dans votre organisation. Parce que c'est quand tu gères plein de peuples et compagnie, c'est compliqué. Les empires se sont souvent développés avec des méthodes brutales. Mais leurs profits ont aussi engendré la philosophie, les arts, je sais pas, toutes les valeurs comme la charité, la justice, etc. On peut même dire que l'ouverture et l'universalisme de l'idéologie impériale ont corrigé un petit peu la xénophobie et la peur de l'autre qu'on pouvait avoir naturellement et qui était le fruit de notre évolution. Un empire a des effets avantages évidents. Il va faciliter la circulation au sein des frontières, des idées, des hommes, des marchandises, des techniques, de l'art, etc. Mais comme je vous l'ai dit juste avant, souvent on reproche qu'il n'y a pas de justice, il y a des injustices envers certains peuples dans l'Empire, que le fonctionnement est inefficace, que c'est compliqué, que les élites sont complètement déconnectées, ce genre de choses. Naturellement, les empires ils vont assimiler les gens qui rentrent dans l'Empire, mais il va aussi s'imprégner des cultures des peuples soumis. Et ça, c'est fou parce que effectivement, par exemple, le meilleur exemple, c'est l'Empire romain avec les Grecs, quoi. L'Empire romain va prendre les dieux grecs, il va prendre les pensées grecques, enfin tout l'impact des Grecs qui ont été colonisés par les Romains. Je veux dire, les Grecs continuent à vivre à travers l'Empire romain, tu vois, parce que leur culture était tellement forte qu'elle est restée, quoi. Aujourd'hui, l'auteur parle d'un empire mondial qui est en train de se créer et qui va devoir affronter des menaces communes comme le réchauffement climatique. Et je vais vous citer un passage un petit peu long mais qui est intéressant. L'empire mondial qui se forge sous nos yeux n'a pas à sa tête un État ou un groupe ethnique particulier. Comme l'empire romain finissant, il est dirigé par une élite multiethnique et unie par une culture et des intérêts communs. À travers le monde, de plus en plus d'entrepreneurs, d'ingénieurs, d'experts, de chercheurs, d'avocats, de managers sont appelés à rejoindre l'empire. À eux de se demander s'ils doivent répondre à l'appel impérial ou rester loyaux envers leurs États et leurs peuples. Ils sont toujours plus nombreux à choisir l'empire. C'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui avec une élite mondialisée qui apparaît et qui, effectivement, crée une culture mondiale, etc. Et c'est ce qui est en train de se créer sous nos yeux en ce moment. Le troisième point, c'était la religion, le troisième vecteur d'unification des humains. La religion peut se définir comme un système de normes et de valeurs humaines fondées sur la croyance en l'existence d'un ordre surhumain. C'est la définition qu'en fait l'auteur. Jusqu'au 1er siècle avant Jésus-Christ, les religions étaient plutôt locales et exclusives. Après, elles vont commencer à devenir universelles et missionnaires. Et c'est là qu'on arrive sur les religions qu'on connaît aujourd'hui. Le polythéisme était plutôt tolérant, alors que le monothéisme, qui eux sont missionnaires, est nécessairement plutôt intolérant, parce qu'il veut exterminer la concurrence. C'est en fait l'inverse complet de l'universalisme. L'ironie du sort, c'est que le polythéisme est revenu dans le monothéisme à travers, par exemple, les saints catholiques, les saints chrétiens, qui en fait sont souvent des anciens dieux locaux qu'on a décidé de canonifier, enfin de dire que c'était des saints pour convertir les gens. Certaines religions ont carrément supprimé les dieux, comme le bouddhisme, le confucianisme, le stoïcisme ou l'épicuréisme. Au centre du bouddhisme, par exemple, il y a un homme qui s'appelle Siddhartha Gautama, donc qui est le Bouddha, dont l'intuition était que le désir entraîne l'insatisfaction, et donc la seule manière d'accéder au bonheur, c'est de supprimer complètement ses désirs. Bon, le bouddhisme, si vous ne connaissez pas, je vous invite fortement à aller vous renseigner, c'est super intéressant, et l'auteur, je pense d'ailleurs, est sûrement bouddhiste, je ne sais plus exactement, mais je crois qu'il est bouddhiste. Derrière, il y a eu des créations de nombreuses nouvelles religions, comme le communisme, le capitalisme, qui sont des religions, parce qu'elles promettent quelque chose... et elles disent qu'il y a un ordre surhumain, comme pour le communisme, qui serait qu'on tend vers l'égalité parfaite des hommes, quoi. La conclusion, en gros, de tout ce truc-là, c'est que toutes les croyances modernes, elles sont syncrétiques. C'est-à-dire que personne ne se construit de zéro et que tout est fait par rapport à ce qui s'est fait avant, en fait. Et ça, c'est dur un peu à l'admettre, parce que souvent on a l'impression, ouais, non, mais nous on a la vérité, avant ils étaient tous dans l'erreur et tout machin.
tout ce que les gens construisent, c'est toujours par rapport à ce qui s'est fait avant. Et je veux dire, on en est où on en est aujourd'hui parce qu'il y a eu tout ce qui était avant. Et on n'en serait jamais là si tu avais retiré un tout petit truc. Tu retires Jésus de l'histoire, ben on ne serait pas du tout là. Tu retires l'Empire romain, on ne serait pas du tout là. En fait, c'est toujours voilà, des choses qu'ils ont construites et qui font qu'en fait, on a des fondations, on peut pas les. Qu'on le veuille ou non, qu'on se veuille révolutionnaire, anarchiste, ce que tu veux, tu es forcément ici grâce à ces fondations-là. Quatrième partie, et pas des moindres, la révolution scientifique. Ce qui a permis à l'homme de se développer, c'est la découverte de l'ignorance. Ça, c'est fort. Ça, c'est trop fort. Ça, quand j'ai capté ça, mon cerveau a explosé. J'ai eu la fumée qui sortait des oreilles. Parce que pendant des milliers d'années, on pensait que le savoir se transmettait et venait des anciens. Et qu'on était un petit peu, un peu comme le disent les chrétiens, depuis le péché originel, on descend, quoi. On doit se racheter, donc on va vers le bas, quoi. C'est un peu l'idée qui était généralisée même avant l'existence du christianisme. Je rappelle que tout est syncrétisme, donc tout ce qui est idéaux du christianisme était aussi présent à l'époque d'autres manières, et le fruit d'autres choses, quoi. On voulait à l'époque préserver l'ordre social et l'innovation, elle n'était quasiment pas envisageable, c'était pas un truc qui était trop tendance. La science moderne, elle se distingue pour trois raisons, parce que premièrement, elle se base sur le doute. Deuxièmement, elle se sert des mathématiques. Et troisièmement, elle est exponentielle. Ça, c'est fou. Plus elle progresse, plus elle peut progresser. Ça, c'est un truc génial. Pourquoi est-ce que les Européens ont dominé le monde et aujourd'hui, en fait, pourquoi est-ce qu'on est dans un monde qui est clairement dominé par les Européens? Alors là, on s'en rend moins compte aujourd'hui, mais il faut savoir que tout, enfin, je veux dire, ça c'est fou quand tu commences à capter ça aussi, tu te dis, mais waouh! Aujourd'hui, le capitalisme, ça a été développé par ce qu'on pourrait appeler l'empire européen, l'empire occidental. Et qu'en fait, le capitalisme régit le monde entier aujourd'hui, donc en fait, tout est le fruit de l'empire occidental, quasiment. Et donc après, il y a forcément, comme dans un empire, hein, on prend aussi des cultures soumises, mais la culture qui règne partout, c'est la culture européenne. Et pourquoi? Parce que les Européens ont pris le pouvoir avec la révolution industrielle, etc., aux alentours du 19e siècle. Alors comment est-ce qu'on explique en fait que les Européens dominent le monde durant ces derniers siècles et que ce ne soit pas, je sais pas, les Chinois, l'Empire perse, l'Empire Inca, l'Empire aztèque ou je sais qui. En fait, les Européens, quand ils ont découvert l'Amérique, ils se sont pris une grosse claque, ils se sont rendus compte de leur ignorance. Puis derrière, il y a eu en même temps Descartes, etc., qui ont commencé à parler du doute et tout. Donc tout ça, ça a entraîné la révolution industrielle. Pourquoi? Parce qu'en fait, les Européens ont commencé à capter qu'ils étaient ignorants, et donc ils sont commencé à se dire, en fait, oh là là, il faut qu'on arrête de sacraliser les anciens, etc. On prend ce que disent les anciens. Par contre, il faut déjà qu'on remette en cause ce que nous disent les anciens, et ensuite qu'on cherche, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on ne sait pas tout, et qu'il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Et donc derrière, boum, explosion, et voilà. Ça a fait révolution industrielle, etc. Et puis la science, et puis aujourd'hui, là, je m'enregistre avec un téléphone, et puis je vais mettre ça sur YouTube, quoi. Cette instauration du doute, elle s'est transposée dans tous les domaines de la vie, et elle a donc remis en cause tout intégralement, dont la religion. La science, elle a permis le développement d'un milliard de choses, de l'amélioration des conditions de vie, de la médecine, etc. Et ça a commencé à faire naître une idée chez les humains, chez les hommes, que la science, elle était sans limite. Aujourd'hui, on essaie carrément de se battre contre la mort, comme le montrent par exemple les investissements réalisés par les fondateurs de Google, qui ont peur, je pense, de rater l'immortalité à une génération près, et qui du coup investissent des milliards pour être immortels. Et je vous invite très fortement, si ce sujet vous intéresse, à lire La mort de Laurent Alexandre, qui est exactement sur ce sujet-là. C'est un livre qui est assez fascinant. Et en gros, sa théorie, c'est que le premier homme immortel est déjà né. Et c'est aussi ce qui est annoncé par beaucoup de scientifiques, etc., dont Kurzweil, qui est... Bon, bref, si vous voulez creuser là-dessus, mettez-moi dans les commentaires, je vous répondrai. La science est un outil formidable, mais le problème c'est qu'elle ne choisit pas vraiment elle-même ses valeurs. On connaît tous la formule de Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et bien aujourd'hui, c'est la politique, l'économie et la religion qui impulsent la science. Par exemple, le nucléaire, on y est arrivé parce qu'il y avait une guerre, et que c'est la guerre qui a fait progresser la science. La découverte de l'Amérique, ça a été fait pour trouver une nouvelle route économique. Ça a été sponsorisé par les États. Yuval Noah Harari, l'auteur, explique que c'est le mariage entre science et empire qui fait avancer l'histoire. Et ça explique donc le succès de l'Europe.
Il dit que ce qui manquait aux autres peuples, c'était les valeurs, les mythes, l'appareil judiciaire et les structures sociopolitiques dont la formation et la maturation prirent des siècles en Occident et qu'il était impossible de copier et d'intérioriser rapidement. La plus grosse création de cet empire occidental associé à la science, c'est le capitalisme. Parce que le capitalisme, en fait, ça repose sur l'idée que la poursuite de l'intérêt égoïste individuel bénéficie paradoxalement à la société dans son ensemble. En gros, l'égoïsme a un effet altruiste, c'est la théorie d'Adam Smith dans son livre La richesse des nations. Et la liberté économique, c'est une force puissante qui permet la croissance et donc le développement de toutes les sociétés qui savent en tirer profit. Mais on se rend compte également qu'il y a des problèmes qui apparaissent comme le fait que l'éthique passe après la quête de profit, ce qui entraîne par exemple des crimes du capitalisme comme la traite négrière, le travail des enfants dans les usines, les guerres de l'opium, etc. Donc en fait, cet empire occidental a permis la création du capitalisme qui est censé être une source de croissance et de bénéfices pour la majorité. Mais on se rend compte que s'il n'y a pas intervention d'entités extérieures comme l'État ou de certaines organisations, il y a des dérives qui apparaissent forcément parce que en fait, l'éthique passe après la quête de profit. Donc en fait le capitalisme, ça a l'air d'être le meilleur système aujourd'hui qu'on connaisse pour favoriser le développement de tous, parce qu'il y a ce truc-là d'Adam Smith, mais il y a des contre-coups qui sont violents, comme ceux que je viens de vous dire, plus aussi le réchauffement climatique, mais ça, on y arrive maintenant. On y arrive maintenant quand on analyse le rouage de l'industrie. Toute notre industrie, elle repose sur l'énergie. Tout d'abord solaire, quand il n'y avait rien du tout. Ensuite, on a utilisé le charbon, le pétrole. Aujourd'hui, l'énergie nucléaire et les énergies renouvelables qui commencent à se développer aussi. L'évolution de l'industrie, elle a révolutionné l'agriculture qui est devenue industrielle et qui prend maintenant tout pour, entre guillemets, pour des machines. Comme les animaux sont des machines, on a industrialisé le truc et maintenant on a complètement négligé le fait que les animaux ont des souffrances, etc. Et ça, c'est aussi un des points, un des paroxysmes négatifs du capitalisme. Du moins, c'est ce que dit l'auteur et c'est ce que je pense aussi, qu'on néglige complètement la souffrance que peuvent ressentir les animaux, etc. Cette révolution, elle a fait qu'aujourd'hui, l'offre est supérieure à la demande. On a tout en abondance. Et en fait, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on n'est pas dans la rareté, dans la frugalité, et qu'au contraire, on est dans l'abondance. Et en fait, ça a entraîné un truc qui s'appelle le consumérisme. Le consumérisme qui est de la merde. Encore, pardon, excusez-moi, je donne mon avis alors que je ne devrais pas, c'était objectif. C'est la première fois avec l'idéal capitalistico-consumériste que les gens arrivent à appliquer ce que leur demande une religion. Quand Jésus ou Bouddha disaient il faut faire ça, 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 il y avait toujours des dérives et personne n'arrivait à vraiment faire le truc. Là, c'est la première fois que là, on demande aux gens de consommer et de céder à tous leurs désirs. Donc, plutôt facile. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde est obèse, tout le monde est dans la rapidité de je veux consommer, je veux consommer, je veux consommer, parce que voilà, c'est l'idéal qu'on vend aujourd'hui, c'est l'idéal capitalistico-consumériste. Aujourd'hui, c'est également l'État et le marché, donc les deux nouvelles entités, qui remplissent les fonctions qui étaient auparavant remplies par la famille ou la communauté locale. Donc l'État, en fait, son but, ça a été un petit peu, pas forcément volontaire, mais c'est un processus qu'on explique. L'État progressivement a un peu brisé le pouvoir de la famille et de la communauté en considérant chaque personne comme des individus capables de jouir de leurs droits indépendamment de leur cercle social. C'est aujourd'hui l'individualisme qui règne. Et les deux forces, l'État et le marché, ont créé un lien social en créant de nouvelles communautés, en créant le concept de nation, en créant le concept de société de consommateurs. Mais ces réalités-là, elles sont beaucoup moins tangibles que celles des familles ou des communautés à l'époque. Et aujourd'hui, voilà, on se détermine par quoi? On se détermine par le fait qu'on soit supporter d'un même club de foot, qu'on soit tous végétariens, qu'on soit fan d'Eminem, qu'on soit fan de machin. Et donc, il y a des petits groupes qui existent, mais on a complètement cassé ce qui nous unifiait plutôt avant, à savoir la famille et puis les communautés locales. Donc, l'ordre social moderne, il existe, hein, il y a toujours une espèce d'ordre, ce que je vous disais avec les supporters de foot et compagnie machin, mais il est beaucoup plus dynamique et malléable. Et ça entraîne beaucoup de questions. Et donc, mais c'est d'autres sujets, donc si vous voulez les creuser aussi, n'hésitez pas dans les commentaires. On observe également un déclin de la violence grâce à l'apparition de l'État. Et ça, c'est plutôt un truc positif, clairement positif. Et grâce à la coopération internationale également, il y a beaucoup moins de guerres, etc. qu'à l'époque. Mais
là, l'auteur arrive sur son dernier point, il dit, mais et le bonheur dans tout ça? On s'intéresse très peu au bonheur des sociétés. C'est quelque chose d'assez récent déjà, on ne s'intéressait pas forcément au bonheur. Bon, on s'intéressait chez les philosophes, etc., à une époque, mais c'est pas quelque chose qu'on relate beaucoup dans les livres d'histoire, etc. On peut supposer que ces 2 derniers siècles, l'effondrement de la famille et de la communauté locale a du coup annulé l'immense amélioration des conditions matérielles. Parce qu'on voit, c'est quand même un des points qui ressort, c'est la famille et la communauté sont plus importantes que l'argent et la santé. Donc l'amélioration des conditions matérielles, en fait, elle a été relativement contrebalancée par l'effondrement de la famille et de la communauté. La petite conclusion de ce truc-là, c'est que, en gros, les anciens disaient vrai déjà à l'époque. Peu importe les attentes subjectives en fonction de l'époque, il faut se contenter de ce qu'on a, et c'est comme ça qu'on peut être heureux. Je vais rentrer dans le détail du bonheur sur un autre livre qui est incroyable que j'ai lu bien plus tard, sur l'aspect chimique du bonheur. Mais en gros, voilà. L'auteur ici, dans ce livre-là, dans Sapiens, il nous dit que ce ne sont pas les variations de bonheur qui sont importantes, mais le niveau fixe auquel l'esprit retourne une fois l'effet court terme du bonheur estompé. Mais j'entrerai dans le détail avec la chimie, etc. Incroyable, mais plus tard, dans un autre livre. L'histoire, elle ne nous rend pas plus heureux. On est déterminé chimiquement par notre corps, mais est-ce qu'on peut dépasser cette condition en trouvant un sens à notre vie? Ça, c'est une des questions que pose l'auteur sur la fin. Là, il cite Nietzsche, il dit celui qui a une raison de vivre peut endurer n'importe quelle épreuve ou presque. Mais la vie, elle n'a pas de sens. Ça, j'espère que si vous avez déjà vu mes vidéos sur ma chaîne, on l'avait déjà vu avec Camus l'année dernière avec le mythe de Sisyphe, la vie n'a aucun sens. Donc l'auteur nous dit que peut-être qu'il faudrait synchroniser ses attentes et sa définition du bonheur à celle de la société actuelle dans laquelle on vit pour pouvoir être heureux. Ça, c'est trop triste, j'espère que c'est pas ça. Et je pense que beaucoup de gens doivent choisir cette option-là. En tout cas, pour Yuval Harari, la solution, c'est le bouddhisme. Et comme je vous l'ai dit, ouais, je pense il est bouddhiste. Donc c'est l'absence de désir qui permet d'accéder au bonheur. Il termine le livre ensuite en évoquant la fin d'Homo sapiens, la fin de notre espèce, et la création d'une nouvelle espèce qui, pour la première fois de l'histoire, puisque l'histoire c'est déterminé par les humains, pourra être créée par nous-mêmes grâce à la science. Donc c'est l'Homo Deus. On va créer la prochaine espèce qui va nous remplacer. Et ça, c'est fou, et ça entraîne plein d'autres sujets. Bref, en conclusion, ce livre est vraiment un recueil dans lequel il y a énormément déjà de facts, de faits, sur, si vous voulez gagner en culture générale sur l'histoire de l'humanité. Je crois que c'est le meilleur livre, c'est vraiment la Bible pour savoir d'où on vient. Et ça touche à plein de sujets, vraiment ça... Je pense que c'est vraiment une bonne introduction pour derrière ensuite creuser les sujets qui vous plaisent le plus, puisqu'il y a tout en fait, il y a de l'histoire, il y a de la philo, il y a de la bio avec l'évolution, enfin l'évolutionnisme et compagnie, il y a de l'économie, et il y a surtout des questions sur le bonheur, etc., qui, moi, est une des parties qui m'a le plus intéressé, qui m'a ensuite derrière poussé à lire des livres là-dessus. Et en même temps aussi des questions sur la société idéale, de vers où on va, etc. Et ça, pareil, vous allez voir dans les livres que j'ai lus derrière, ce livre Sapiens, ça a pas mal guidé mes lectures derrière, et j'ai creusé des thèmes que j'avais abordés dans Sapiens. Donc je conseille vraiment ce livre parce que je pense qu'il touche un petit peu à tout, et c'est vraiment une super introduction pour tous ces sujets-là. En tout cas, voilà, si vous avez kiffé la vidéo, si vous avez écouté jusque-là, vous êtes vraiment chaud. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et puis à partager à quelqu'un qui pourrait être intéressé par ce résumé aussi. À bientôt pour un prochain résumé de livre. Ciao ciao.